Je suis la secrétaire générale de l'association de professeurs d'histoire géographique qui vous convie aujourd'hui à cette journée d'études et je remercie Cécile de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être là pour deux raisons. La première, c'est de revoir mes collègues de l'Académie d'Amiens où j'ai passé 25 ans et que j'ai quitté à peu près l'année dernière pour faire une migration légèrement méridionale puisque maintenant je suis dans le département du Val-d'Oise, dans l'Académie de Versailles, mais quand même pas très loin de la Picardie, puisque Pontoise est dans la région du Vexin, donc on n'est pas encore totalement éloignés les uns des autres. C'est moi qui vais parler le moins. Les deux conférences précédentes ont été absolument passionnantes, et finalement, ce qu'on essaye de faire, c'est de se poser les bonnes questions, laïquement, comme ceux qui font du Bipoul le font dans la religion juive, en coupant les choses en quatre. Et on est dans un contexte un petit peu particulier. Dans 15 jours, c'est la date anniversaire de la loi de 1905. Quand je regardais la presse, là, ces jours derniers, je regarde la une du Parisien, en une, laïcité, pourquoi tant de haine? Ce matin, la une du Figaro, c'est sur les problèmes de croix, de crèches dans l'espace public, avec justement une décision du Conseil d'État par rapport à un portail de cimetière avec le fils d'un monsieur décédé qui portait plainte contre la municipalité qui avait réparé le portail en mettant une petite croix de 15 cm, donc le Conseil d'État l'avait dicté, en expliquant que le portail, certes dans l'espace public, pouvait en étant réparé, arborer quand même une croix parce que le portail premier était avec sa croix antérieure à la loi. Donc en fait on est dans un domaine qui questionne à la fois la religion, la culture et puis les traditions et puis nos héritages historiques. Et on voit bien la tension possible entre d'un côté la liberté, l'autonomie, la tolérance, qu'est-ce qu'on doit tolérer ou pas, l'égalité, l'émancipation. Et finalement, je crois qu'on l'a bien montré, on a toujours intérêt à entrer par l'histoire, y compris l'histoire familiale qui peut être assez bénéfique aux élèves, puisque je leur explique que lorsque j'étais élève au collège, le mot laïcité n'était pratiquement jamais prononcé en cours. J'étais dans un collège du sud de la France, à Nice, avec des élèves de toutes confessions. Il y avait des catholiques, des protestants, j'avais des camarades de classe dans le père et pasteur, quelques élèves musulmans, des élèves juifs, puisqu'à Nice, c'est une grande communauté d'origine juive orthodoxe séfarade. Tout le monde savait qui était qui. Et puis c'était tout. Il y avait l'aumônerie catholique dans le collège. Et la religion, la laïcité, entre nous, c'était un non-débat, parce que c'était un non-sujet. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses ont quand même beaucoup changé. Parfois dramatiquement parce que mon collège paisible est devenu aujourd'hui prévention violence avec des demandes d'intervention des professeurs contre la radicalisation des petits collégiens. Et aujourd'hui, j'ai parfois la sensation que ce qui peut primer chez une partie de la population, pas toute, hein, parce que je n'aime pas trop qu'on mette les gens dans des cases, c'est de se définir d'une manière identitaire religieuse, comme si c'était quelque chose qui devait primer sur toute autre considération. Et finalement, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant qu'enseignants, lorsqu'on travaille sur ce sujet avec nos élèves? On travaille avec des humains, on ne doit pas leur enseigner des croyances, on doit pouvoir répondre à leurs questionnements avec le souci de respecter leur autonomie et pour pouvoir favoriser leur esprit critique et en essayant de ne pas les laisser dans leurs préjugés, utilisant parce qu'ils viennent à l'école avec tout ce qui les constitue. Et je crois qu'il faut arriver à assumer parfois les questionnements difficiles qu'ils vont nous poser, nous renvoyer, parce que ça peut être bénéfique et pour eux et pour nous. Donc je vais laisser la parole à M. Weisselberg qui a une longue pratique associative d'intervention dans les établissements scolaires pour nous expliquer un petit peu comment il procède. Ensuite, nous entendrons Alain Sexig qui est un spécialiste de la laïcité à l'école et nous finirons avec le professeur Escande auquel j'ai demandé d'exposer un petit peu quels sont les problèmes éthiques et juridiques que des revendications des patients peuvent poser dans le secteur hospitalier
et qu'est-ce qui est possible de faire et d'entendre, et qu'est-ce qui peut, par exemple, constituer une entrave dans le domaine des soins si on a des revendications religieuses. Merci. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors moi, je ne suis pas un enseignant, mais voilà, je suis quelqu'un venant de la société civile, et venant de la société civile, c'est toujours un peu difficile de venir s'exprimer devant un parterre d'enseignants. Mais j'ai choisi de faire ces interventions dans les collèges et les lycées à la suite de réflexions un peu particulières. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit auparavant par les deux intervenants précédents qui ont un peu parlé d'histoire, même si à un moment donné on y refera allusion. Mais on a cité des noms de spécialistes de la laïcité tels Jean Bobéro. Jean Bobéro a sa vision à lui de la laïcité, mais ce n'est pas une vision qui fait autorité dans le monde associatif et dans le monde enseignant. Alors voilà, il faut que la réflexion sur la valeur de la République commence à l'école. C'est cette phrase qui était sur le site du ministère de l'Éducation nationale lorsque le cabinet du ministre m'avait questionné à propos de la réserve citoyenne. L'école de la République, cela signifie aussi et surtout l'école où on apprend la République et ses valeurs. Il y a quelques années, pour préparer un colloque sur la citoyenneté, je suis allé faire des micro-trottoirs à la sortie de lycées et de collèges avec l'autorisation des chefs d'établissement. J'ai été accompagné d'un preneur de son et d'un caméraman. J'ai souvent questionné des élèves de première et de terminale, et une des questions posées était toujours la même. Que signifie pour vous le mot République ? Il y a toujours eu un grand silence après cette question. Et puis une fois, une jeune fille s'est avancée. « Moi, monsieur, je sais. C'est une place. » On ne va pas sourire. Et là, j'ai compris que la société civile devait aider les enseignants dans leur mission. J'ai continué mes micro-trottoirs sur les grands boulevards à Paris, puis d'autres endroits en France. Quelle ne fut pas ma surprise en posant le même type de questions. Qui un facteur, qui une étudiante, qui un costume 3 pièces. Les réponses étaient superficielles, floues, voire pas de réponse. Et puis, il y a eu en 2015 les attentats de Charlie, où parmi les morts figurait un de mes amis, Bernard Maris, que vous connaissiez bien aussi, Jean-Paul Escande. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose, et je me suis lancé dans la réserve citoyenne. Jusqu'à l'année dernière, j'ai fait une quarantaine d'interventions dans les collèges, les lycées et à l'Université de technologie de Compiègne. En plus, l'association que je présidais, Agora 21, a co-inauguré 2 places de la laïcité. Alors, c'est pas un hasard, mais quand des maires ont compris l'importance de bouger dans une commune à côté de Compiègne, mais qui jouxte Compiègne, Marnil et Compiègne, il y avait une place de la mairie, elle est devenue place de la laïcité. Alors, vous voyez un petit peu combien c'est important. Et nous avons planté un arbre de la laïcité entouré de 400 élèves des lycées, collèges et écoles environnantes. Et puis nous avons recommencé la même opération l'année dernière à la Croix-Saint-Ouen où j'habite. C'est la place du collège qui est devenue place de la laïcité. Vous voyez encore un symbole, un deuxième symbole extrêmement fort. Là aussi nous avons planté un arbre de la laïcité et 400 élèves, plus de 400 étaient présents. Il n'y a eu que des rencontres intéressantes avec des élèves très concernés, très concentrés, des enseignants très impliqués, d'autres moins, d'autres, je m'excuse, pas du tout.
Et puis, depuis ce début, année 2017, Madame vient de rappeler que bientôt, le 9 décembre, on fêtera la loi de 1905, qui est quand même quelque chose d'important, puisque l'Éducation nationale a décidé que c'était la journée de la laïcité dans tous les établissements scolaires de France. Et bien, depuis ce début d'année scolaire, dans les Hauts-de-France, ici, rien. Aucune demande d'intervention. Par contre, dans l'Académie de Créteil, je ne sais pas, M. Sexy, qui est un peu plus au courant que moi, j'ai plein de demandes d'intervention, mais c'est un peu loin pour me déplacer jusque-là. Alors, il est quand même important de dire, par exemple, dans une intervention, et je veux revenir un peu sur les mots égalité et équité qu'a employé M. Belloussif tout à l'heure. Dans une intervention, je ne sais pas trop ce que je vais dire quand je vais dans les lycées et les collèges, ça dépend de l'auditoire, ça dépend de la concentration des jeunes, ça dépend de l'enseignant. Là, je me trouve devant, je crois que c'était une seconde, donc des 15-16 ans, et à un moment donné, il y a un jeune qui me dit « Monsieur, on n'est pas tous égaux en France. » Ah bon? Pourquoi? Parce que moi, quand je fais une bêtise, on me convoque au commissariat. Quand mon grand frère, il vole un téléphone portable, on lui colle 2 mois de prison. Et il ajoute « et Balkany ». C'était très intéressant quand même, ça prouvait quand même que ce garçon, il avait une forme de conscience, je ne sais pas si c'est de conscience politique, mais en tous les cas de la justice et de l'équité. Et puis, une autre intervention, je suis bien obligé d'étayer par des exemples, une autre intervention, c'était, je ne sais plus si c'était dans un collège ou dans un lycée, à un moment donné, une jeune fille, à peu près 15-16 ans aussi, me dit, il y a une loi non, c'était un lycée. Il y a une loi dans les établissements scolaires où on n'a pas le droit d'avoir de signes ostentatoires. Et ma prof d'histoire, elle a une croix. Alors j'avais le chef d'établissement qui était à côté de moi. J'ai dit, monsieur, c'est à vous de régler le problème. Alors vous voyez que les gosses, sur le plan de l'équité et de la justice, ils ne supportent absolument pas qu'il y ait des interdits et que le monde des adultes, le monde des adultes ne respecte pas ces interdits. Alors, je ne sais pas que je ne suis pas d'accord, mais il y aurait matière à discuter sur les interventions des 2 précédents intervenants, parce que moi je suis persuadé que la laïcité est consubstantielle des valeurs de la République. Alors, la loi de 1905, bien sûr, le mot laïcité n'a jamais été prononcé à ce moment-là. Et il apparaît dans le littré en 1871, ça a été indiqué précédemment. Mais c'est quand même une loi de séparation des églises et de l'État. Et en plus, elle apparaît dans la Constitution de la Ve République, ça a été dit, la France est une république indivisible, sociale, laïque et démocratique. Bien. Donc c'est quand même important. Ça a commencé en 1946, mais dans la Constitution de la Ve République où nous sommes, elle apparaît toujours. Elle apparaît toujours. Donc, le précédent président de la République voulait la constitutionnaliser, ce qui n'a pas été fait. Bon. Mais voilà, on est actuellement toujours dans cette séparation et je crois que vous avez raison de faire ce débat, Madame Delforge, je vous salue. Alors, je crois qu'en plus, il y a des choses qu'il faut rappeler, parce que dans les établissements scolaires, c'est toujours enseigné de la même façon, mais peut-être pas compris par les élèves de la même façon, parce que leurs cerveaux sont formatés par les médias ou les réseaux sociaux,
et il suffit d'un événement dans la société qui déclenche un peu les foudres pour que les jeunes apprécient le commentaire de ces événements de façon différente. Et maintenant, on sait, comme le dit Jean-Paul Escorne, c'est le commentaire qui fait autorité. Moi, je rappellerai simplement quels sont les principes de la laïcité. Il a été dit tout à l'heure que la laïcité, ce n'était pas une valeur. Alors, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais je crois quand même, moi, que au mot liberté, égalité, fraternité, il faut ajouter laïcité. Et si on le faisait, c'est la constitutionnalisation, on ferait un grand pas. Savez-vous qu'il existe un pays au monde où il y a une journée de la laïcité qui est une journée fériée payée? Un seul pays au monde. Je le donne en mille, c'est l'Uruguay, avec tout le passé de dictature qu'on les connaît. Donc vous voyez que si on l'a fait là-bas, on peut le faire chez nous. Et donc, moi je crois que pour fonder une société, la laïcité met en jeu trois principes. Cela a été dit, mais je le rappelle. La liberté de conscience, cela signifie pour chaque femme et chaque homme le droit de croire ou de ne pas croire, le droit de choisir en toute liberté son option spirituelle, religieuse, athée, agnostique, ou pourquoi pas l'indifférence à toute religion. Ce sera un des rôles de l'école laïque de permettre d'acquérir cette liberté de conscience et comme l'a dit Madame, de développer l'esprit critique. Et puis l'égalité des options spirituelles. L'universalité des lois de la République, la loi est la même pour tous, soucieuse du seul intérêt général. Et quand il a été dit tout à l'heure qu'il y avait, il n'y a pas si longtemps encore des problèmes, je me souviens que jeune praticien dans les années 70, à l'hôpital public, figurait encore au-dessus de tous les lits des croix. Et qu'il a fallu des années pour qu'au fur et à mesure, même quand on les enlevait, on badigeonnait les murs, mais il a fallu... voilà. Je vais vous faire une confidence que j'ai rarement faite. Quand j'étais enfant, en 1953, après la guerre, on était pauvres, et donc on partait en colonie de vacances. Et je me retrouvais en 1953, pour les historiens que vous êtes, c'est l'année après-guerre où il y a eu les plus grandes, comment dirais-je, tout le monde était en grève. Grève des mineurs, grève des postes, pendant 2 mois il n'y a pas eu de courrier, grève, enfin c'était pendant l'été. Et donc j'étais dans une colonie de vacances, petit garçon de 10 ans, à Briançon, et même si de conviction je suis athée, je suis d'origine juive. Et donc j'étais dans cette colonie de vacances, qui était une colonie de vacances des allocations familiales. Hein, et tous les midis et tous les soirs, on forçait l'enfant que j'étais et mon petit frère, on le forçait à faire la prière avant chaque repas. Ça m'a marqué pour toute ma vie, ça. Et je me souviens que, comme le courrier ne marchait pas, lors d'une marche, d'un jeu de piste, par rappel, j'ai rencontré des gens et je leur ai demandé d'où ils étaient. Ils m'ont dit qu'ils étaient de Paris, à l'époque on habitait Paris, et j'ai attendu une lettre en disant vous pouvez remettre ça à mon père. J'ai mis l'adresse. J'avais peu d'espoir que ça parvienne, c'est parvenu à mon père, qui a pris sa voiture et qui lors d'un week-end est venu nous retirer de la colonie de vacances. Voilà, simplement, il faut étayer par des exemples, voilà ce que c'était encore dans les années 1953. Et puis quand même, la laïcité, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'il y a une sphère publique. La sphère publique, c'est
c'est l'espace qui rassemble les femmes et les hommes, c'est la sphère citoyenne, celle où le citoyen évolue socialement, économiquement, politiquement, juridiquement. C'est l'espace où le citoyen entre de plein pied dans l'égalité des droits et les règles y sont clairement établies, fondées sur les droits de l'homme. En gros, dans l'espace public, ce qui rassemble les femmes et les hommes. Et puis la sphère privée, c'est la sphère personnelle où chacun est libre de ses attaches, de ses croyances, de sa foi, de ses convictions philosophiques, de ses particularismes. C'est le lieu de la liberté absolue de conscience où s'expriment les convictions philosophiques, métaphysiques, les croyances, les pratiques religieuses, éventuellement, et les modes de vie communautaires. Je dis bien communautaires, pas communautaristes. Donc, dans l'espace privé, ce qui divise les femmes et les hommes. Il a été dit tout à l'heure, je reprends mes notes, il a été dit tout à l'heure, je crois, que les Français ont quand même une attache particulière à la laïcité. Dans un dernier sondage paru, je crois, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je n'attache pas grande importance au sondage, parce que ça dépend des sondés et ça dépend comment on pose les questions. Mais quand même, 60% des Français trouvent que la laïcité n'est pas assez défendue en France. Et je rappelle encore, dans une de mes interventions à Compiègne, j'avais été sollicité par la proviseure d'un lycée confessionnel pour intervenir sur les problèmes de laïcité. Bon, j'étais un peu étonné, mais content d'aller dans un lycée confessionnel. Ils avaient préparé une classe de terminale, et 48 heures avant cette intervention, la proviseure m'appelle: Monsieur Wetzelberg, je suis désolé, l'archevêché a interdit votre intervention. Il faut savoir ces choses-là. Voilà, ce sont des faits. Ce ne sont pas des paroles, ce sont des faits. Donc, moi, je ne voudrais pas être long pour vous donner d'autres éléments, mais pour terminer, je pense qu'il y a 2 ans, on a panthéonisé 4 personnes qui ont fait l'honneur de la France, dont Jean Zay, dont les intervenants précédents ont parlé, et il y a eu hier à Compiègne, au mémorial de Compiègne, une conférence sur Jean Zay. Jean Zay, qui a été un ministre de l'Éducation nationale absolument extraordinaire, parce qu'il n'était pas simplement ministre de l'Éducation nationale, mais il était en même temps ministre de la Culture, ministre des associations, etc. Eh bien, on a panthéonisé 4 personnes, et puis maintenant, on parle de faire la même chose avec Simone Veil, la politique, pas la philosophe. Alors moi, je vais vous dire, ressemblons-leur. Car la seule communauté qui nous importe, la seule communauté que nous devons défendre, c'est la communauté des enfants, des femmes et des hommes. Des enfants, des femmes et des hommes debout. Des enfants, des femmes et des hommes libres. Des enfants et des femmes et des hommes dignes qui n'ont qu'un seul combat, le combat pour le plein épanouissement de chacun, de la liberté et de l'autonomie de l'individu. C'est pour cela qu'à l'instar de Stéphane Hessel, que j'ai eu l'honneur de connaître, la République et ses valeurs méritent d'être défendues tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Et je dis, parce que j'en ai la conviction, tant qu'il y aura cette loi de 1905, qui est une loi de principe, et on vous a rappelé tout à l'heure les 2 premiers articles, tant qu'il y aura de cette loi de 1905, je crois que c'est une loi signifiante, car elle est bien écrite. C'était l'époque où le législateur savait rédiger les lois. Oui, quelle belle loi! Reprenez ces 2 articles. Pourquoi voulez-vous qu'on les change, ou qu'on les adapte, ou qu'on les révise? Ils expriment le caractère universel. Ils expriment la réunion des citoyens. Ils expriment le respect des convictions de chacun. Ils expriment le fait qu'aucune conviction, quelle qu'elle soit, ne doit s'imposer aux autres.
Rien que la loi, toute la loi, pas plus que la loi, pas moins que la loi. Oui, je peux le dire, mesdames et messieurs, j'ai une histoire d'amour avec les valeurs prônées par le concept de la laïcité. Et quand on a une histoire d'amour, on la défend, car c'est tellement beau une histoire d'amour. La Marseillaise dit « aux armes citoyens ». Et moi je vous dis « aux armes enseignants ». Enseignants citoyens, mais avec les armes de la pensée et de l'action, pour que les jeunes et nous puissions vivre dans une société meilleure et plus éclairée. Merci. Je vais laisser la parole à Anna Sexy. J'ajouterai juste que nous, enseignants, sommes souvent soumis, et même très souvent, à ce que j'appellerais des injonctions paradoxales. Nos collègues suisses ont tenu un colloque là, il y a quelques jours dans le journal La Tribune de Genève, s'est fait l'écho. Où est-ce qu'on doit placer le curseur? On est censé être neutre religieusement, mais est-ce qu'on peut être totalement neutre lorsqu'on entre dans une discussion avec des élèves? Je pense que ça peut être intéressant de les faire travailler sur des points précis où justement on va un petit peu mettre le doigt sur ce qu'ils croient savoir. Est-ce que ce qu'ils croient savoir c'est le reflet d'une vérité? Est-ce que ça s'appuie sur des connaissances? Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est regroupé? Ce qui peut être intéressant par exemple, c'est de réfléchir sur le rapport entre la religion et la nourriture. Comment le repas, ça peut être un élément de partage, alors que des religions mettent en avant des règlements alimentaires qui pourraient séparer. Essayer de voir quelles sont les origines historiques de la prohibition de certains aliments. Religion aussi et droits des femmes, et là on entre dans un terrain extrêmement compliqué, parce qu'on a où mettre la limite dans les accommodements que certains voudraient mettre en place en France. Les Québécois sont très dans les accommodements raisonnables que certains trouvent déraisonnables. Et on voit bien aujourd'hui que tout le monde n'a pas forcément la même définition de la laïcité. Quand je demande aux élèves qu'est-ce que ça veut dire la laïcité, certains ne savent pas du tout répondre. D'autres me disent « Ah, mais c'est le droit de faire tout ce qu'on veut ». Donc à partir de là, effectivement, le débat est ouvert et on va pouvoir remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Donc où est la limite entre la liberté de l'individu, la liberté de croire, de pratiquer, et est-ce qu'on doit laisser l'individu utiliser la liberté pour tenter d'imposer à autrui des normes de contrôle religieux et social? Je pense que ça, c'est un débat qui est quand même important. Bonjour, j'ai donc été présenté dans le programme comme inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, c'est ce que je suis, ce que je fais à Paris. Mais j'ai auparavant été longtemps instituteur, directeur d'école à Paris, dans un quartier populaire, un quartier d'immigration, le quartier de Belleville. Et je n'ai jamais oublié ces débuts, qui datent de 1973, vous voyez, c'est ancien, je souligne vers la fin, là maintenant. Et à cette époque-là, dans nos salles des maîtres, dans les écoles élémentaires, dans nos temps de formation, quelques temps de formation que nous avions, nous ne parlions jamais de laïcité. Jamais. Ça n'était d'ailleurs même pas inscrit dans nos formations, contrairement à ceux qui nous avaient, aux générations qui nous avaient précédés. C'était au cœur de la formation des hussards et des descendants des hussards de la République. Nous n'en parlions jamais. Ça a duré comme ça longtemps, jusqu'au moment où, en 1989, a surgi ce qu'on peut, avec le recul, appeler la nouvelle querelle de la laïcité, avec les premières affaires de voile en collège. On dit 89 parce que c'est ce que l'histoire a retenu. Le collège Gabriel Avez de Creil, et avec le débat national qui s'en est suivi. J'étais en relation à ce moment-là avec des journalistes du Monde. J'étais relativement jeune enseignant encore, mais je me suis passionné pour cette histoire, ce moment-là particulier de notre histoire et de notre institution.
où nous avons pu entendre des raisonnements qui n'en étaient pas, jusqu'à invoquer les droits de l'enfant pour autoriser le port de signes d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. J'ai sillonné des tas de réunions, y compris d'anciens camarades d'organisations d'extrême gauche que j'étais ahuri de retrouver bras dessous avec des barbus et des jeunes filles voilées, comme si c'était les nouveaux étendards du prolétariat international en lutte. Donc voilà, pour vous dire où je me situe, comment j'ai commencé à m'intéresser à ces questions. Je disais, l'histoire a retenu que cette nouvelle querelle de la laïcité est née en 89. En réalité, nous avions connu quelques affaires auparavant, dans les années précédentes, qui ont été réglées très simplement. On peut en trouver trace dans ce petit précis de laïcité préfacé par Robert Badinter. En 1985, le 4 octobre 1985, dans le collège Pasteur de Créteil, ce n'est pas Creil, c'est Créteil, collège Pasteur de Créteil, deux collégiennes se présentent avec ce qu'on ne savait même pas nommer à l'époque. On appelait ça un foulard islamique, ou on appelle plus commodément aujourd'hui un voile. Et là, dans ce collège, le 4 octobre 1985, la réaction est unanime de tous les acteurs de la communauté éducative, comme on dit aujourd'hui. Tout le monde, syndiqué, non syndiqué, bras dessous, la direction de l'établissement, tout le monde pense que ce signe n'a pas droit de cité dans l'établissement scolaire, non plus que d'autres. Et pour pouvoir l'interdire, ils veulent s'appuyer, enfin ils parlent avec les collégiennes qui refusent de l'enlever, avec les parents qui refusent de l'imposer à leur fille, de l'enlever. Et donc, à l'unanimité, l'établissement scolaire écrit à l'inspecteur d'académie pour obtenir l'autorisation d'inscrire dans le règlement intérieur un article stipulant que les signes d'appartenance religieuse ou manifestant une appartenance religieuse, comme dira la commission Stasi des années plus tard, étaient interdits dans l'établissement. 4 octobre 1985, la lettre arrive sur le bureau de l'inspecteur d'académie qui dit « Oh là là, sujet sensible, je vais en référer au recteur ». Le recteur dit « Question délicate, je préfère m'en remettre au cabinet du ministre ». Le ministre à l'époque s'appelle Jean-Pierre Chevènement et la réponse arrive le 12 novembre 1985, ce qui, croyez-moi, de mémoire de l'institution scolaire est un record du monde. En un mois, on obtient une réponse claire, nette. Oui, vous pouvez inscrire cet article dans le règlement intérieur de l'établissement. Et c'est chose faite, et personne n'a jamais entendu parler d'histoire de voile dans le collège Pasteur de Créteil, non plus que dans d'autres écoles élémentaires que j'ai eu personnellement à connaître dans le 18e arrondissement, où la réaction était immédiate, expliquée aux parents, aux enfants, et la solution ne faisait pas un pli. Avec 89 et les errements qu'on a connus, évidemment, c'est tout à fait autre chose, puisqu'on a connu, à la suite de cette première affaire de voile, le fait que le ministre de l'Éducation nationale souhaite s'en remettre au Conseil d'État, comme s'il ne disposait pas de tout ce qu'il fallait pour régler ce problème, y compris ce dont je viens de parler, ce qu'on pourrait appeler la jurisprudence Chevènement, qui datait déjà de 4 ans, en 1985. Vous pouvez s'appuyer sur les circulaires de Jean Zay, on l'a évoqué plusieurs reprises cet après-midi. Jean Zay qui écrivait en 1936 que l'école devait rester cet asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. Puis il disait des choses concernant les querelles politiques, mais les querelles religieuses, et la propagande politique et la propagande religieuse dans les établissements. Il suffisait de s'appuyer sur les circulaires de Jean Zay. Non, on s'en remet au Conseil d'État avec les conséquences que l'on sait. Pendant 15 ans, nous avons connu dans notre institution une situation de totale instabilité sur la question de la laïcité, d'application à géométrie variable suivant les personnes, suivant les académies, suivant les établissements d'un même principe. En clair, on ne savait plus exactement
quand on pouvait dire oui, quand il fallait dire non, et quand on disait oui par endroit, on avait de toute façon les partisans du non contre nous, et quand on disait non à certains endroits, on avait les partisans du oui contre nous. Donc on a connu 15 ans de conflit sur cette question dans notre institution, ce qui, à rebours, nous fait percevoir à quel point la laïcité est un principe de concorde. 15 ans, au terme desquels le président de la République, alors Jacques Chirac, décide de réunir une commission de sages autour de son président, Bernard Stasi, c'est la commission Stasi. Et c'est intéressant de voir que sur les 20 membres de la commission Stasi, qui auront à se prononcer au terme des travaux qui vont durer 3 mois, sur les 20 membres, 19 se sont prononcés pour le principe d'une loi, ce sera la loi du 15 mars 2004, un peu plus tard, d'interdiction des signes et tenues manifestant une appartenance religieuse. Un seul s'est abstenu sur les 20, mais c'est pas ça le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que si on avait dû demander au moment de l'installation de la commission Stasi à ses membres s'ils étaient partisans ou non d'une loi, on n'aurait pas eu de loi au début. Ils étaient 4-5 à être partisans d'une loi. Vous retrouviez bien entendu Henri Pénard-Ruiz, Régis Debray certainement, peut-être Jacqueline Costa-Lascou, quelques-uns mais très limités. Vous n'auriez pas eu Alain Touraine qui au final va voter pour une loi et beaucoup d'autres membres de la commission Stasi. Ce qui a fait que des personnalités comme Alain Touraine ou René Raymond ont changé d'opinion en quelques mois, en 3 mois, ce sont précisément les auditions des personnes qui sont venues, j'en étais, dans une petite salle du Sénat, dévolue à cet effet, des auditions, et c'est, on ne peut pas l'appeler autrement, l'irruption du réel dans cette salle du Sénat, où des personnes très différentes, des enseignants bien entendu, mais pas uniquement, des responsables d'hôpitaux, des infirmières, des responsables de collectivités territoriales, des membres d'associations philosophiques diverses, de partis politiques, etc., se sont exprimés et ont rendu compte des difficultés qu'ils pouvaient éprouver par endroits pour faire appliquer le principe de laïcité et les entorses auxquelles ils étaient confrontés. Donc, loi du 15 mars 2004, votée à l'écrasante majorité des 2 chambres, je le rappelle, alors que ça faisait terriblement débat, et parallèlement aux travaux de la commission Stasi, un rapport commandé par les ministres d'alors, Darcos et Ferry, de l'Éducation nationale, à l'inspection générale, et ce sera le rapport Aubin. Le rapport Aubin qui rend compte une dizaine d'inspecteurs généraux de l'Éducation nationale et de l'administration de l'Éducation nationale qui sillonnent un peu le pays, vont dans différents établissements, différentes académies. On essaie de respecter une certaine équité politique, c'est-à-dire qu'on demande à des gens de droite et de gauche, on ne leur demande pas ce qu'ils votent pour composer la commission en question. Mais on va demander à un inspecteur général qui a été membre d'un cabinet d'un ministre de gauche, et puis à une autre qui a été membre d'un cabinet d'un ministre de droite. Voilà, ça se fait comme ça. Donc on essaie de respecter un certain équilibre, et ils partent sans idée préconçue à travers la France. Simplement, ils se sont mis d'accord sur une grille de questions à poser. Quand ils reviennent, leur constat est unanime. Il y a beaucoup d'entorses au principe de laïcité dans notre pays, qui se manifestent notamment par la contestation d'un certain nombre d'éléments de cours, de cours d'enseignement, en histoire-géographie, en éducation civique, dans le cours de philosophie, dans le cours de lettres, y compris en SVT, en éducation physique et sportive. Bref, le rapport Aubin recense toute une série de problèmes, recense aussi ce qui marche. C'est la dernière partie de ce rapport, en disant que quelquefois il suffit de parler, d'être ferme sur les principes, clairs dans leur énonciation, quitte à se montrer souple dans l'application des principes, mais on doit d'abord être ferme dans leur énonciation et leur présentation, et on voit que ça peut marcher. Et la première réaction de l'institution, c'est-à-dire au plus haut niveau de l'institution, au niveau des ministres, de même qu'en 89,
on avait un ministre, Jospin, qui était très hésitant sur cette question. On m'a rapporté de plusieurs sources proches de cet ancien ministre, que tout le monde connaît, qu'il avait regretté en privé l'attitude qu'il avait eue en 89. Il pensait qu'il aurait dû se montrer plus ferme. Je regrette vraiment qu'ils ne nous le disent pas publiquement. Ça aiderait, ça aiderait. Mais quand le rapport Aubin est remis, quand Jean-Pierre Aubin, est donc le principal rédacteur, c'est pour ça qu'on l'appelle rapport, le principal rédacteur de ce rapport, le remet au ministre, il a changé entre-temps, c'est Xavier Darcos et Luc Ferry qui le commandent en septembre-octobre 2003. Il est rendu à François Fillon en mars 2004. Il a été ministre de l'Éducation, on l'a oublié. Et par la suite, c'est son successeur immédiat, Gilles de Robien, qui aura la tâche de répondre à quoi faire de ce rapport. Et la réponse, elle est vite donnée. Elle est vite donnée. Et elle m'est donnée personnellement le jour où je faisais partie d'une délégation de responsables associatifs. C'était au titre de l'association que nous nous rendions auprès du ministre, en lui demandant simplement de rendre public ce rapport. Et il avait été rendu en mars 2004, ou en mai 2004, je me trompe peut-être en mai 2004, et puis en septembre 2004, ou octobre 2004, lorsque nous voyons Gilles de Robien, peut-être un peu plus tard, peut-être novembre même, je ne me souviens plus bien. Donc ça faisait plusieurs mois qu'il n'était pas rendu public. Quand nous le demandons, la réponse qui nous est donnée, c'est « il y a eu le vote de la loi du 15 mars 2004, le rapport Aubin est donc caduc ». Voilà exactement la réponse que nous avons reçue. Donc il a fallu qu'à quelques-uns, nous nous organisions pour le publier quand même. On aurait préféré que ce soit le ministère qui le fasse, donc elle a publié, ça s'appelle « L'école face à l'obscurantisme religieux », avec le commentaire par une vingtaine de personnalités diverses de ce rapport. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qui est dit, mais enfin, ce qui était important pour nous, c'était de le publier. Je m'attendais quand même à recevoir, sinon les foudres, du moins des remarques de ma hiérarchie. Il n'y en a rien été. J'ai plutôt eu des remerciements de la part d'un certain nombre d'inspecteurs généraux, notamment ceux qui avaient participé au rapport Aubin, qui disaient qu'il fallait le faire parce que... Voilà. Mais la première réaction, c'est doucement, ne nous précipitons pas, et le rapport on le garde. Il est explosif, on ne peut pas le mettre dans les mains de tout le monde. Depuis, il a été rendu public, mais la première réaction, c'est d'abord celle-ci. C'est une réaction qu'on retrouvera souvent, pas de vague, vous connaissez ce mot. Il n'y a pas de texte qui le dise, il n'y a pas de texte qui le fonde, mais c'est une pratique assez courante qui consiste à vouloir cacher les problèmes, à vouloir éviter de les affronter en se disant qu'avec le temps, ça passera, il y a plus à voir, etc. Eh bien non, les problèmes persistent. Il y a eu, heureusement, cette loi du 15 mars 2004 qui a permis de stopper un certain nombre de problèmes, et contrairement à ce que beaucoup nous avaient dit, ça va déclencher la guerre civile, on s'est rendu compte qu'elle était rapidement appliquée et tranquillement appliquée, simplement, comme toute loi, elle n'a pas pu tout régler. Elle a réglé les problèmes de signes d'appartenance manifeste, de tenue, mais pas tous les problèmes, y compris des tenues d'appartenance religieuse continuent à être portées par certains et certaines dans des établissements scolaires publics. C'est le cas souvent signalé des longues robes dites abaya. Je renvoie à un numéro de la revue Hommes et Migrations où Sophie Mazet, professeure d'anglais dans un lycée professionnel de Seine-Saint-Denis, confrontée à ce problème, a écrit un article extrêmement renseigné sur ces abayas. Voilà, il y a ça. On nous dit que ça n'est pas un signe religieux. Je peux à la rigueur comprendre qu'on dise on est fatigué de toutes ces querelles et on n'a pas envie de se taper une nouvelle affaire de foulard. Bon, à la rigueur, on peut entendre ça. Mais qu'on ne nous dise pas que ça n'est pas un signe d'appartenance religieuse quand les jeunes filles elles-mêmes qui le portent le revendiquent comme tel. D'autres problèmes se posent. On a évoqué tout à l'heure la restauration scolaire à la cantine, avec des demandes réitérées de boire des repas de nature confessionnelle, halal ou cachère, servis
dans les cantines. Alors c'est beaucoup moins, et c'est beaucoup moins fort qu'on ne le dit, mais ça existe par endroits et ça crispe les relations au sein des établissements. Comme inspecteur, j'ai eu à connaître ça en Seine-Saint-Denis, j'ai été plusieurs années inspecteur en Seine-Saint-Denis. Il va de soi qu'on ne peut pas servir des repas de cette nature dans les établissements. Le rapport Aubin signale que certains gestionnaires avaient fini par baisser les bras et accepter cela. Après tout, personne n'y drague du feu, on va servir de la viande halal, c'est de la viande pour tout le monde, et puis voilà, et c'est moins cher, etc. Sans se rendre compte que ce faisant, on verse une obole à la religion en question. Il y a une partie qui est prélevée pour cela. Bon. Mais on trouve là, non, je dirais même pas des accommodements. L'école de la République, l'école laïque, a toujours eu des égards vis-à-vis des religions. On a des jours de congé qui sont calqués sur le calendrier religieux, il n'y a pas que ça. Et puis d'ailleurs, ce sont des jours qui sont fériés pour tout le monde. Pentecôte, la Toussaint, Noël, etc. Mais vous avez vu peut-être ce qui s'était passé le jour où un Premier ministre a voulu faire travailler le jour de Pentecôte. Hein, c'est la CGT la première qui a commencé à protester sur les organisations syndicales. C'est pas par adhésion à la foi catholique, c'est parce qu'on allait toucher à un acquis social. Bon, donc aujourd'hui dans notre pays, tout ça est derrière nous. C'est une histoire qui a fonctionné, qui a marché, et la laïcité, encore une fois, fait montre d'égards vis-à-vis de religion. Les élèves qui le souhaitent, comme les professeurs d'ailleurs, peuvent s'absenter de leur établissement le jour des principales fêtes religieuses des religions importantes présentes en France. Bien entendu, tout le monde le sait, c'est paru au journal, au bulletin officiel de l'Éducation nationale, en tous les cas longtemps, c'est paru au bulletin officiel, je ne sais plus exactement comment ça se présente aujourd'hui. C'était même quelque chose qui était vu entre les autorités religieuses et le ministre en charge de l'éducation chaque année. Puis il y avait un calendrier qui était donné, qui est aujourd'hui assez important. C'est une pratique ancienne dans notre institution. C'est au début du XXe siècle, Clémenceau avait déjà institué les, comment appelait-il ça, les 3 jours protégés. Ça s'appelait comme ça, 3 jours protégés, pendant lesquels les personnels pouvaient s'absenter pour s'adonner à leur religion. Donc, cette loi a réglé beaucoup de choses, elle n'a pas réglé tout. La question qui revient de temps en temps également de l'encadrement des sorties scolaires par des parents d'élèves porteurs de signes d'appartenance religieuse aussi se pose. Personnellement, je me sentais en accord avec la circulaire du ministre Châtel qui préconisait la neutralité religieuse des parents participant à l'encadrement d'une sortie scolaire. On dit accompagner, on n'accompagne pas son enfant en le tenant par la main à la sortie scolaire, on participe à l'encadrement de toute une classe. On se doit à ce moment-là à toute une classe et on se trouve de fait en délégation de service public. On est collaborateur occasionnel du service public, comme la jurisprudence du Conseil d'État elle-même le dit. Mais le Conseil d'État lui-même se contredit et à une voix près, il y a eu un arrêt du Conseil d'État qui disait que ces personnes, finalement, n'étaient pas collaborateurs occasionnels du service public, comme quoi les juristes eux-mêmes, on ne peut pas s'en référer qu'au droit quand on parle de laïcité, puisque les juristes eux-mêmes sont très divisés sur la question. Pour l'affaire de la crèche Babylou, il y a eu plusieurs jugements contradictoires, par exemple. Donc ça n'est pas qu'une affaire de droit, c'est une affaire de droit aussi, mais ça n'est pas qu'une affaire de droit. C'est, comme on le dit commodément aujourd'hui, aussi une question de vivre ensemble. Il y a des questions à poser qui excèdent le droit. Sur la question des sorties scolaires, je le dis tranquillement devant vous, puisque j'ai eu l'occasion de le dire devant elle et devant des responsables aujourd'hui partis du ministère de l'Éducation nationale. J'étais tout à fait opposé à la manière dont la ministre précédente posait la question, abordait la question, puisqu'elle disait les accepter pour les sorties scolaires, elle parlait des mères d'élèves portant le voile, les accepter doit être la règle, les refuser l'exception. J'aurais à la rigueur compris qu'elle dise exactement l'inverse, les refuser doit être la règle, les accepter l'exception. Personnellement, comme inspecteur en Seine-Saint-Denis, j'ai accordé à titre exceptionnel qu'une mère d'élèves portant un voile accompagne la classe de son enfant en sortie. Il se trouvait que c'était un enfant handicapé
profondément handicapé au demeurant, élève d'une classe qui était en sortie, et on sentait bien que pour l'enfant comme pour la mère, il y avait un enjeu extrêmement important autour de cette première sortie scolaire à laquelle elle pouvait participer. Mais évidemment, j'ai dit oui. Évidemment, j'ai dit oui dans ce contexte précis, mais ce qui ne voulait pas, l'exception ne devenait pas la règle pour autant, hein, justement. La loi, d'autant moins, enfin, on s'est rendu compte que la loi ne réglait pas tout, si bien que sous le ministère de Vincent Peillon a été élaborée la charte de la laïcité à l'école. C'est parti d'un petit groupe réuni au départ autour de la mission laïcité du Haut Conseil à l'intégration que j'ai eu l'honneur de présider, et de la DGESCO, donc la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire du ministère, et des deux inspections générales. Voilà, c'est un groupe qui s'est réuni et qui a produit un travail qui a été publié dans cette brochure pour une pédagogie de la laïcité à l'école, publiée sous le double timbre du Haut Conseil à l'intégration et du ministère de l'Éducation nationale, avec une préface de Vincent Peillon, et c'est pour l'essentiel Abdenour Bidar, inspecteur général aujourd'hui de philosophie, qui a rédigé pour l'essentiel cette brochure, et à partir de ce travail-là est née l'idée, d'ailleurs vous voyez même que le graphisme employé à l'époque rappelle un peu celui de la charte. Nous avons été quelques-uns à élaborer, et comme vous savez, pour faire court, la charte c'est une feuille comme ça, il faut du temps. Donc il y a une quinzaine d'articles, il a fallu du temps, il a fallu peut-être 2 mois, 3 mois de travail pour aboutir à cela. Elle est aujourd'hui présente dans toutes les écoles, elle dit des choses. Nous avons effectivement le 9 décembre cette journée nationale de la laïcité à l'école, il y a des initiatives un peu partout. Et renouvelée aussi depuis 2015, ça a été évoqué tout à l'heure, et les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, qui ont beaucoup mobilisé au sein de l'institution. On a dit à ce moment-là, un peu rapidement, que les enseignants étaient démunis par rapport à ce qui arrivait. D'abord, on était tous tétanisés dans le pays par ce qui venait de se passer, et c'était très difficile, évidemment, pour des enseignants d'aborder. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que beaucoup d'enseignants, j'ai participé comme beaucoup de mes collègues à travers le pays, nous sommes allés à leur demande dans les établissements, dans les lycées, dans les collèges, et il y a eu une manière de libération de la parole un petit peu, c'est-à-dire que les enseignants ont commencé à dire, bah oui, il y a des problèmes qui se posent dans ma classe, ça fait des années, voilà, ben, t'en as jamais, ben non, je ne vais pas en parler, etc. Et voilà, les problèmes sont encore devant nous. Christine Guimonet tout à l'heure faisait allusion à l'actualité, hein, et à la manière dont on l'a rapporté. Les problèmes sont en partie réglés, et pour beaucoup encore devant nous. La tâche est loin d'être achevée. Alors je voulais juste terminer en présentant un petit document que nous avons sorti dans l'Académie de Paris, ça date de cette rentrée, septembre, comprendre, enseigner et faire vivre la laïcité, avec une préface de notre directeur de l'Académie. Ce qui peut intéresser, c'est que c'est résolument interdegré. Il y a des professeurs du premier et du second degré qui disent comment ils abordent la question de la laïcité dans leur classe, y compris en élémentaire, en maternelle, en élémentaire. Évidemment, on ne va pas prononcer le nom spécialement, mais évidemment, il y a une manière de présenter tout cela. Et si cela vous intéresse, c'est sur le site maintenant, depuis une semaine, de notre académie. Il doit y avoir un onglet « Valeurs de la République ». Vous allez là et vous aurez la brochure « Comprendre, enseigner et faire vivre la laïcité ». Je vous recommande en particulier le premier texte de Pierre Hayat, qui est professeur de philosophie au lycée Jules Ferry à Paris et qui est membre de l'association sœur un peu de la PSG, qui est l'association des professeurs de philosophie de l'enseignement public. Et excellent texte qui s'intitule « Dialogue pédagogique autour de la charte de la laïcité avec mes élèves », hein, avec ses élèves. Et si certains sont disponibles et intéressés, le 8 décembre, on ne peut pas le faire ça le 9 décembre cette année, puisque le 9 décembre, ça tombe un samedi, donc on fait ça le 8 décembre, la journée nationale de la laïcité à l'école, et ce sera au Musée national de l'histoire de l'immigration, où Benjamin Storin, un collègue aussi inspecteur général, qui préside le conseil d'orientation de ce musée, nous accueillera pour une matinée de présentation de travaux d'élèves, et en particulier d'ailleurs
de travaux d'élèves. Alors je vais prononcer une grossièreté, du PE2A, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire ici, unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, ce sont les anciennes classes d'accueil pour les élèves non francophones. Je m'en occupe, c'est ma responsabilité, entre autres, à Paris. On vous a dit, là, responsable du CASNAV, c'est-à-dire Centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants, donc je m'occupe de ça. Il y a plusieurs classes d'élèves qui sont arrivés en France et dans notre système scolaire depuis quelques mois, pour certains, depuis la rentrée, pour d'autres depuis un peu plus longtemps, depuis mars-avril dernier, si vous voulez, depuis peu, qui apprennent le français et qui ont mené des travaux avec leurs professeurs autour notamment de la charte de la laïcité à l'école et d'une exposition très intéressante qu'on peut trouver là aussi, qui est téléchargeable sur le site de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, une exposition qui s'appelle « Laïcité en question », avec un S à question. Donc c'est une exposition en 10 panneaux sur des thèmes précis. La laïcité est-elle l'ennemi des religions? Peut-on rire de tout, etc. On aborde les vrais problèmes, les vraies questions. 10 panneaux illustrés de documents fournis par la BNF, qui font partie des collections de la BNF. Ça s'adresse plutôt à des élèves collège, lycée, peut-être plus difficile, plutôt même plutôt lycée. Enfin voilà, si vous le souhaitez, vous avez tout ça à votre disposition, donc je vous recommande cette petite brochure. Merci. Merci, nous allons terminer avec le professeur Escande. Ce qu'a dit Alain est très instructif. À l'APHG à Paris, nous avons organisé l'année dernière une journée d'études communes autour de la laïcité avec nos collègues de l'Association de professeurs de philosophie, où Pierre Ayat était présent. Et c'est vrai que c'est important de croiser les regards parce que la manière dont nous allons aborder la laïcité en tant qu'historien n'est pas forcément la même de leur démarche en tant que philosophe. Et il avait fait aussi, avec ses classes, une étude intéressante à partir du concept de fraternité que Renaud Bidard avait fortement développé. Alors cette année, là, dans mon nouveau lycée, j'ai eu la surprise de voir les élèves avec ces longues robes, avec des abayas. Donc, je ne les ai pas en cours, donc pour l'instant je suis en situation d'observation. Je m'en suis ouverte à ma proviseure adjointe qui m'a dit qu'effectivement, quand elle était arrivée, elle avait trouvé ça un petit peu curieux, qu'elle avait interrogé le niveau supérieur hiérarchique, qui lui avait répondu qu'il était urgent de ne rien faire. Comme quoi on peut continuer à ne pas faire les vagues. Il y a des élèves qui ont des foulards qu'elles enlèvent à l'entrée de l'établissement, elles les remettent en repartant. Et après, chez certaines, il y aura des tentatives de élargir plus ou moins le bandeau qu'elles ont sur la tête. Les marges de discussion vont varier en fonction de l'élève. L'important, je pense, c'est de discuter et de rester à la fois ferme et souple sur un certain nombre de principes. Professeur, je vous cède la parole. Quand il est monté sur l'échafaud, on a demandé à Landru est-ce qu'il avait une dernière volonté. Il a dit « L'essentiel est de faire vite. Je vais essayer de faire vite. » Parce que, en bonne obsessionnelle, j'aime finir avec. Alors, d'abord, je vais dire à Jean-Pierre Wesselberg, que je connais depuis longtemps, que la laïcité a toujours été un combat. Et qu'au moment même où, dans sa colonie de vacances, on le priait de dire le Bénédicité, il y avait des forces républicaines qui étaient à l'œuvre. Et un jour, un saint prêtre demandait à un enfant, avant le repas, qu'est-ce qu'il dit ton papa? Oh, mais il dit pas quelque chose, enfin, il dit pas. Il réfléchit, il dit si, oui. Il dit attaquons. La laïcité était en marche, on ne disait plus le Bénédicité. Alors, pour redevenir plus sérieux, en rentrant dans cet amphithéâtre Condorcet, on est dans la naissance de la laïcité à fond. Parce que vous savez que Condorcet a écrit son livre fameux pendant qu'il était en captivité, avant de partir puis de mourir dans la prison de Bois-la-Reine, sur esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain, dans lequel il dit cette phrase « Il viendra donc ce jour où les hommes seront libres
et seront totalement, il viendra donc ce jour, le soleil n'éclairera plus sur terre que des esprits libres, n'écoutant d'autres maîtres que leur raison, où les prêtres et leurs hypocrites instruments ne seront plus représentés que sur les théâtres. Et pourquoi il faut les représenter sur le théâtre? Pour se maintenir dans une utile vigilance si la... Alors comment est-ce qu'il dit? Si la... Oh, c'est j'arrive plus à retrouver les mots. Mais enfin, ce qu'il dit, c'est qu'il faut s'opposer à la religion parce qu'elle impose quelque chose qui est insaisissable, impalpable, et dans lequel on ne peut pas lutter. Bon. Et alors, comment est-ce que Condorcet va mourir? Mais qui il a eu comme beau-frère, Condorcet? Il a eu Cabanis. Alors, Cabanis s'est marié avec la sœur de Madame Condorcet après, mais il lui avait fait un enfant quelques années avant, et ils étaient super potes dans le salon de Madame Helvétius. Qui était Cabanis? D'abord, c'était un briviste, et permettez-moi de vous dire que c'est pas rien. Donc il était brave. Mais il est venu à Paris, et Cabanis a fait sa médecine, a travaillé beaucoup sur les hôpitaux, son mémoire sur les hôpitaux est quelque chose qui a été fondamental au cours de la Révolution, après passer la terreur, et petit à petit, il a regardé dans les hôpitaux les malades, et il est arrivé à ce que l'on a appelé, et c'est fondamental, la laïcisation du cerveau et de la pensée. C'est-à-dire que dans ces rapports, qui se sont appelés, dans ces 12 rapports, qui étaient les rapports du physique et du moral chez l'homme, il a démonté point par point ce que la religion disait sur l'esprit qui s'impose au cerveau humain. C'est-à-dire que tout d'un coup, les esprits humains, alors il était dans la lignée de Locke, il était dans la lignée de Voltaire et tous ces gens-là, mais lui, si vous voulez, il a apporté son appui, son savoir de médecin pour dire, écoutez, si vous avez des idées, c'est pas parce que le Saint-Esprit ou le bon Dieu vous a fait comme ça, c'est parce que vous avez le contact avec l'extérieur depuis votre vie intra-utérine. Quand je lisais ça à ma copine Catherine Dolto, qui s'occupe d'autonomie, c'est-à-dire de ce qui se passe pour un enfant quand il est dans le ventre de sa mère, elle me disait, mais c'est pas croyable, il ça. Cabanis ou la laïcisation du cerveau. Ce qui fait que, si vous voulez, il est vomi par l'Église. Et un jour où j'ai fait pour le centenaire des anciens élèves de Cabanis un brillant exposé à Brive, j'ai vu un ancien ministre MRP drapé dans sa dignité qui m'a dit « Vous l'avez fait plus grand qu'il n'était ». J'ai dit « Non, je ne l'ai pas fait plus grand qu'il n'était ». J'ai dit ce qu'il a dit. Et cette laïcisation du cerveau, ça a été quelque chose d'absolument essentiel. Vous voyez, c'est-à-dire que tout a changé à partir de ce moment-là. On avait dégommé, les philosophes avant, Condillac, tout ça, avaient bien démontré que quand même Diderot, d'Alembert, si vous voulez, toutes ces histoires sur si on est aveugle et qu'on ne voit pas comment est-ce qu'on forme les esprits. Mais là, tout d'un coup, on avait quelque chose qui a tout basculé. Il y a un très bel article sur Cabanis qui s'appelle « Cabanis ou le crépuscule de la métaphysique », parce qu'il a filé un coup à la métaphysique dont elle ne s'est jamais remise. Alors, elle s'en est remise parce qu'ils étaient super copains avec un petit général chétif. Ils ont dit on va en faire ce qu'on veut. Il s'appelait Bonaparte. Quand il est devenu Napoléon, il les a mis comme ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que les idées alors, de Condorcet, de Mirabeau, de Sieyès, de Cabanis, elles ont été étouffées après la Restauration, puis l'Empire. L'éphémère République n'avait rien pu faire, Deuxième République, mais elles sont ressorties un jour dans le bureau de Jules Ferry. Et Ferdinand Buisson, dont on a parlé et qu'il faut relire, parce que Ferdinand Buisson, c'est un type extraordinaire, prix Nobel 1927, ils ont repris toute cette affaire de la laïcisation en disant, ben, écoutez, puisque ce n'est pas le bon Dieu qui vous donne votre esprit, regardez comment est-ce qu'on peut faire. Voilà, ça c'est un point. Le deuxième point que je veux aborder, c'est celui dans les hôpitaux de la présence de la religion. Alors, quand j'ai commencé ma médecine il y a très longtemps, et il n'y avait plus beaucoup de croix dans les hôpitaux, plus beaucoup. Mais en revanche, il y avait des hôpitaux qui avaient encore un personnel religieux. Et alors Jean de Kerpazoué, bon socialiste, laïque, ancien directeur général des hôpitaux, passait son temps à dire
Ben, évidemment, c'était un peu embêtant, mais enfin, quand il y avait des religieuses, les 35 heures, les congés maternité, les enfants malades et les formations à l'extérieur, c'était quand même réduit au minimum. Il y avait une nuance de regret dans sa vie. Alors petit à petit, on a fait évoluer tout ça. Et alors moi je dois dire que toutes mes études médicales, les 50 années que j'ai passées à l'assistance publique, parce que j'ai passé 50 années, je n'ai pas été confronté à des problèmes de laïcité. Ouais, vous allez voir ce que je veux dire. Je n'ai pas été confronté. Il n'y en avait pas, pratiquement pas. Je me souviens simplement un jour où j'étais étudiant en médecine à l'hôpital Broussais, il y avait une pauvre dame musulmane qui sortait de 4 jours de régime parce que, vous savez, c'était l'époque où on disait pas manger, pas boire. Vous vous souvenez, au moment des interventions de l'appendicite, il ne fallait pas boire pendant 3 jours. Une petite qui a s'est tapé l'eau des vases de fleurs qu'on lui avait apporté, elle sentait très bien tirée d'ailleurs. Bon. Et donc, si vous voulez, on était dans... Elle était, cette pauvre dame, comme ça, et on lui dit, vous allez manger, madame. Et on lui apporte du boudin. Et la pauvre, elle pleurait. Elle me dit, mais pourquoi vous pleurez? Parce que le prophète a interdit le boudin. Je lui dis, madame, on va aller à l'épicerie, on va aller vous acheter quelque chose, elle m'a donné. Mais si vous voulez, il n'y avait pas de problème. Et petit à petit, on a vu ça augmenter. Mais il y a 2 catégories. Quand on ne voit pas, c'était ce que M. Belloussi a mis tout à l'heure, en citant Peggy, quand on ne voit pas ce qu'on voit, bon, quand vous êtes à l'hôpital à Tarnier, qui est un endroit de rêve, qui fait partie de l'hôpital Cochin, 70 mètres de façade sur les jardins de l'Observatoire, on connaît des fonctionnaires plus ennuyés que ceux que j'ai été, bon, on ne voit pas ces problèmes. Mais alors, si vous êtes à Aulnay-sous-Bois, ou si vous êtes là, vous vivez quotidiennement là-dedans. Mais c'est pour ça que j'ai été tellement content d'écouter M. Belloussi. La façon dont on réagit, c'est en fonction de ce qu'il dit. C'est-à-dire que pour nous, en dehors de quelques gros costauds qui disent non, ce ne sera pas comme ci, ce ne sera pas comme ça, bon, qui posent des vrais problèmes et qui sont généralement des problèmes psychiatriques. Vous êtes devant des cinglés. Vous voyez, qui disent, et moi, qu'est-ce que j'apprenais à mes disciples et élèves? J'ai dit, quand vous en voyez un qui est violent, faites une chose. C'est comme dans les corridas, il ne faut pas se mettre entre le taureau et la sortie, sinon vous faites un cornet. Là, je leur dis, ne vous mettez jamais entre lui et la porte. Laissez-le sortir près de la porte parce que, d'ailleurs un jour dans mon bureau, il y a un type qui est sorti, il a foutu un coup de poing dans une porte, j'ai cru qu'il passait à travers, et elle est restée cassée comme ça. Donc il y a des cinglés. Mais le reste du temps, on est en face de la douleur, de la mort, du handicap, on est devant des situations très conflictuelles, et à ce moment-là, c'est la leçon de M. Belloussi qu'il faut retenir. C'est-à-dire, où est-ce qu'on est? Et il ne faut pas se dire, au moment où on va affronter ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut y réfléchir longtemps avant, discuter avec tout le monde, avec les infirmières, avec tout le monde. Comprenez? C'est ça, la vie hospitalière, elle devient très facile à partir du moment où les gens forment une équipe. Moi, j'arrivais le matin à 6 h à l'hôpital, parce que j'ai toujours été un peu insomniaque, ça allait très bien, je prenais jamais de vacances, je n'avais jamais encore pris, et ça marchait bien. Pourquoi? Parce qu'un jour, ma surveillante générale me dit, une nouvelle, elle me dit, Monsieur Escande, pour prendre rendez-vous avec vous, ah, j'ai dit, c'est assez compliqué. Vous venez devant la porte, et puis vous faites toc, toc, et si quelqu'un répond, entrez, vous entrez. Si vous entrez et que je suis avec quelqu'un, vous revenez un quart d'heure après. Non, mais pour les rendez-vous, j'ai dit, c'est ça les rendez-vous. Vous comprenez? C'est ce qu'il faut faire. Un jour, je vois un crétin, je voulais dire un de mes chers collègues, vous savez, la confraternité est une haine vigilante, un crétin qui me dit, parce qu'on me voyait beaucoup à la télévision à ce moment-là, ça m'amusait beaucoup, je n'avais pas de clientèle privée, j'y passais peut-être 2 heures par mois, bon, c'était pas trop. Elle me dit, mais dis donc, les médias te prennent beaucoup. Oh, combien? Oh, 30-35 heures par semaine. Ah bon? Et comment tu fais pour ton service? Je fais plus, j'écris. Eh bien, les gens croient ça, vous voyez. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que tout le monde parle du sujet en même temps.
Tout le monde, quand vous avez vu le matin, un jour, quelqu'un me dit, vous faites vos réunions administratives? Ah, j'ai dit, sûrement. Ah non, non, mais c'est très important. Ah, j'ai dit ça, je n'en doute pas. Pour connaître vos infirmières. Ah, j'ai dit ça de ce côté-là, vous faites aucun souci. Tous les matins, je les vois toutes, entre 7h et 9h. Ah bon? Ah oui. Ah bon, ben alors ça va. Mais vous faites les réunions. C'est sacré. Bon, donc vous voyez, c'est ça. Le problème de l'hôpital, je crois que c'est pas la peine que j'en dise plus que ce qu'a dit M. Belloussi. On est là à équilibrer des valeurs, à prendre des décisions, à se demander, le 6 et le 9, c'est exactement ça. Ce qui vous a montré, vous voyez, le 6 et le 9, c'est que vous êtes devant quelqu'un qui voit 9, vous voyez 6, faites attention, vous n'avez pas forcément raison. Et donc, si vous voulez, je crois que le problème de l'hôpital, c'est ça. Maintenant, il faut être intransigeant sur la laïcité. Il faut être intransigeant parce que, si vous voulez, si vous cédez ça, ça n'existe plus. Ça, c'est comme la fissure dans une digue hollandaise. Vous voyez, s'il y a un tout petit trou, la digue explose. Donc il faut être intransigeant, c'est un combat, et en même temps, il faut le faire dans un cadre éthique, et il ne faut toutes les décisions à l'hôpital qui sont prises dans l'urgence sans avoir été préparées en amont, ce sont des échecs complets et totaux. Voilà, je crois, si vous voulez, que c'est ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'hôpital, on est quand même dans un domaine tout à fait spécial. Je vous ai dit, j'ai passé 50 ans de ma vie à l'assistance publique, ensuite j'ai remplacé mes assistants parce que je voulais continuer à faire de la médecine. Eh bien, chaque fois que je rentre dans un hôpital, pour voir quelqu'un, je me sens les épaules un peu rétrécies, un peu accablées, il y a quelque chose de tout à fait spécial. Donc, si vous voulez, être intransigeant sur la laïcité et en même temps ne pas vouloir prendre pour une agression ce qui est souvent qu'une angoisse venant de personnes qui ont une autre culture. Actuellement, je me suis découvert un nouveau maître à penser, j'en ai eu quelques-uns dans ma vie, mais c'est Philippe Descola, qui est un anthropologue du Collège de France, qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire, vraiment extraordinaire, et qui nous apprend à relativiser et la notion de nature et la notion de culture. Voilà, j'ai fini.